C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle émission d'Accès Cinéma. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Joëlle Arsenault, productrice, réalisatrice, scénariste, avec elle on a parlé bien entendu de production, on a parlé de long métrage, de court métrage, de documentaire, de fiction. Ça a été un épisode très chargé en contenu. Accès Cinéma, ça commence maintenant. Pour moi, la production, c'est vraiment le chef d'orchestre d'un projet. Je pense que tout est un peu une mise en scène au sens large, dans le sens où c'est nous qui décidons, on va aller filmer telle chose. Moi, en tout cas, ce qui m'interpelle énormément dans le documentaire, c'est la relation avec l'autre, c'est le côté humain. Quand tu veux faire du cinéma, il faut que ça soit une passion parce que c'est tellement un métier qui est prenant, c'est tellement, tu mets tellement ton cœur dedans, tes énergies, tout quand tu fais un film. Présentement avec Joëlle Arsenault. Joëlle, bonjour, ça va bien? Salut Christophe, oui, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu à l'émission. Ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va surtout parler de production. C'est pour ça que j'avais décidé de t'inviter. Tout d'abord, là, pour en apprendre un peu plus sur toi, comment le cinéma est entré dans ta vie? C'est une bonne question. En fait, le cinéma, je me rappelle même pas quand le cinéma est entré dans ma vie, dans le sens où ça a tout le temps fait partie de ma vie depuis que je suis enfant. J'étais vraiment toute petite, puis j'écoutais un film, puis il fallait que je reproduise le film. J'écoutais Le Roi Lion, il fallait que maman me trouve des petits bonhommes du Roi Lion pour que je reproduise le film. Ça part vraiment de loin. Puis même, on avait un album de finissant en primaire. Moi, j'avais écrit Ambition future, devenir réalisatrice, productrice au cinéma. Ça a tout le temps été ça, ma passion depuis tout le temps. Fait que de là, je peux même pas, c'est ça, j'arrive même pas à m'en rappeler. Tout ce que je sais, c'est que ça a tout le temps fait partie de moi. Fait que j'ai tout le temps comme continué là-dedans. Après ça, au secondaire, avec des amis, on faisait des films. Après ça, j'ai poursuivi mes études là-dedans. Fait que ça a tout le temps, on dirait que ça a tout le temps été clair pour moi que c'était ça que je voulais faire. Puis après ça, ben c'est sûr que là, tu découvres des réalisateurs que t'aimes, tu découvres des formes de cinéma que t'aimes aussi. Parce que là, quand tu découvres, t'apprends, là, mais ça a parti très, très jeune. Donc, on peut dire que ton rapport avec le cinéma est quand même très fort. Et ça, depuis vraiment longtemps. Oui, depuis tout le temps. Fait que, ouais, je pense que beaucoup de monde doivent te le dire, puis vous autres aussi, vous devez le vivre, mais je pense que quand tu veux faire du cinéma, il faut que ça soit une passion parce que c'est tellement un métier qui est prenant, tu mets tellement ton cœur dedans, tes énergies, tout quand tu fais un film. Fait que je pense que si t'as pas la passion, si t'as pas ton pourquoi tu fais ça, ça t'aide à continuer puis à vouloir pousser plus loin tes projets, là. Puis, tu en as parlé un peu là, brièvement, tu as pas mal tout le temps étudié là-dedans. C'est quoi ton parcours scolaire? C'est quoi qui a fait en sorte que tu es devenue productrice? Oui, bien en fait, j'ai commencé, j'ai fait mes études primaires, secondaires, puis après ça, au cégep, j'ai fait une année au cégep des Îles-de-la-Madeleine parce que je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine. J'avais fait arts-et-lettres là-bas. Par contre, c'est un tout petit cégep. On était 3 étudiants en arts-et-lettres, dont une qui voulait aller en coiffeur, puis l'autre qui voulait aller en musique. Fait que là, après un an, t'es comme, bon, ben, tu sais, moi, je vais faire du cinéma. Les autres, ils partaient à Québec. Moi, toutes mes amies aussi partaient à Québec. Fait que j'ai décidé de, moi aussi, je vais aller peut-être faire un petit peu plus concrètement du cinéma parce que là, tout seul, en arts-et-lettres, c'est difficile de faire des films. Fait que finalement, je suis partie au cégep de Garneau faire ma 2e année de cégep là-bas en cinéma. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, t'arrives en 2e année de programme, tout le monde se connaît, les équipes sont déjà un peu faites. Fait que je dirais que tu te ramasses avec un petit peu avec le poste que personne veut sur un plateau, puis tu trouvais que c'était direction de production. OK. Fait que là, on me dit, tu vas faire la production. Puis là, j'avais dit, OK, mais j'ai jamais fait ça. Je sais même pas ça fait quoi, tu sais. Fait que là, le prof, il me dit, tu sais, je vais te donner des documents, puis tu suivras ça un peu. Puis là, j'étais là, OK, OK, je partais avec ça. Puis là, finalement, je me mets à... Puis je suis quelqu'un qui a tout le temps aimé organiser des projets, tu sais, au secondaire, j'avais organisé des spectacles, des soirées bénéfices. Fait que ça faisait... On dirait que j'avais quand même pas pensé que quelqu'un organisait nécessairement un tournage. Fait que là, je me mets à regarder un peu, je me mets à planifier, puis là, finalement, je me rends compte que, j'aime ça, faire ça, puis là, je suis quand même bonne, fait que là, j'y vais. Fait que là, je monte toute la pré-prod, puis là, même mon prof, il est comme, tu m'avais dit que tu n'avais jamais fait ça. Je dis, ben non. Il dit, ça paraît pas, c'est comme... Ben, je dis, ouais, ben là, j'ai comme découvert ça. Fait que là,
Là, ça reste comme ça. Fait que là, j'ai fait la direction de production d'un premier court-métrage, mais là, après ça, c'est sûr que ça devait pas être... il peut y avoir des places à amélioration, mais quand même, ça m'a donné la piqûre, puis ça m'a montré que ça existait. Puis là, après ça, ben, j'ai dit, OK, je vais continuer mon parcours en cinéma à l'Université Laval. À l'époque, il n'y avait pas de bac. C'était en 2008-2009 environ. Là, je m'inscris au cours de production cinématographique, le cours que je donne. Le cours que tu donnes, oui. Oui, puis là, je m'assois, mais moi, je pensais qu'on s'en venait faire un film. Fait que c'est pour ça que je suis pas surprise des fois quand les étudiants rentrent dans le cours. On le pense encore aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. Fait que moi aussi, je m'assois, puis là, je suis comme, oh, yeah, on va faire un premier film. Puis là, le prof, il dit, ben non, on apprend la production en termes d'être un producteur. Fait que là, t'es comme, ah, OK. Bon, ben, tu dis, ben, c'est correct, je vais apprendre d'autres choses. Puis là, j'avais déjà eu une première piqûre. Fait que là, bon, je suis le cours avec le prof à l'époque. Là, j'apprends que, tu sais, pour avoir un film en festival, pour produire un film, ben, ça prend une boîte de prod. Là, ça pique ma curiosité, puis là, j'imagine qu'on va en reparler plus, mais fait que là, finalement, c'est là que j'apprends les bases de la production. Dans ce cours-là, puis là, ça renforce un peu cette curiosité-là. Puis là, ben, je me rends compte que c'est pas juste une curiosité, c'est quelque chose que j'aime faire. Fait que là, ça reste un peu comme ça. Puis là, je décide de fonder ma boîte de prod à la fin de la session. C'était un peu spontané, disons. Il n'y avait pas un plan d'affaires puis une vision business. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment juste, on va faire des films pendant nos études, on va faire des projets, on va s'amuser, mais on va être professionnel aussi. Fait que, je me suis dit, ça va nous permettre d'envoyer nos films en festival. Puis là, après ça, ben là, il n'y avait pas de bac à l'époque à l'Université Laval. Fait que je voulais quand même faire un bac. Fait que là, je suis partie à l'UQAM. Okay. Il fallait faire un portfolio. Fait qu'on avait fait un court-métrage dans le cadre du certificat. J'ai appliqué, j'ai été sélectionnée. Fait que pendant 3 ans, j'ai fait mon bac à l'UQAM. Puis là-bas, j'ai décidé de faire la spécialisation montage. Parce que la façon que ça fonctionne, la première année, t'es un peu tronc commun. Tout le monde est ensemble. Puis après ça, ben, en fait, même les 3 premières sessions. Puis les 3 dernières sessions, t'es séparé par soit réalisation, montage ou direction photo. Moi, j'étais rentrée dans le bac en me disant, je vais faire de la réalisation. C'est la réalisation qui m'intéresse. Mais là, je me rendais compte que ben, le montage, ben, tu apprends beaucoup sur la réalisation par le montage parce que tu regardes toutes les rushs, tu vois ce que le réalisateur a fait. Puis je le dis même souvent dans les cours, mais le montage, c'est une 3e écriture aussi. Puis la prof là-bas, Louise Surprenant, j'ai eu un gros coup de cœur, puis c'est devenu ma mentor aussi. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben je m'en vais en montage. Fait que là, pendant 1 an et demi, j'ai fait du montage. Puis j'ai aussi pu réaliser un court-métrage documentaire en même temps. Fait que là, au niveau des études, ça ressemble à ça. Puis à la fin de mon bac, il y avait une bourse qui se donnait. Là, je sais pas si ça donne encore, mais c'est l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision donnait la bourse du Programme national d'apprentissage. C'est une bourse qui te permet d'aller faire 60 jours de stage avec un professionnel du milieu. Il donne ça à un finissant dans une école de cinéma. Fait que c'est moi qui l'ai eu. Fait que j'ai pu après ça aller faire un stage en post-production. Fait que c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec le monde professionnel. Sinon, quand on parle vraiment de parcours scolaire, après, je pense, 2 ans sur le marché du travail, 2 ans après mon bac, j'ai décidé d'aller à HEC Montréal faire le DESS en gestion. Parce que là, j'avais ma boîte de prod, puis là, je me disais, bon, tu sais, je fais un peu ça. J'avais 19 ans quand je l'avais lancé, j'avais pas, tu sais, j'étais pas structurée. Je me disais, bon. C'était un peu lancé sur un coup de tête en disant, faut que j'aille une boîte de production. Oui, c'était plus créatif, c'était artistique, c'était vraiment. Puis c'est correct, je pense que c'est ça que ça prend, mais là, je me suis dit, je vais aller me chercher des bases peut-être un peu plus solides au niveau administratif, entrepreneuriat. Puis là, finalement, ben c'est ça, j'ai fait le DSS. C'est le 2e cycle en gestion. Fait que ça m'a donné des bases peut-être un petit peu plus solides, négociation, gestion de projet. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Fait que ça, en gros, je dirais qu'au niveau scolaire, ça ressemble à ça. On va rentrer plus dans le vif du sujet. On va parler de production. Puis, ma prochaine question, je trouve que c'est une question vraiment importante parce que je le vois dans mon entourage. C'est la question qu'on me pose le plus. OK. C'est quoi la production? J'ai l'impression que le terme de production, c'est quelque chose que les gens, peut-être pas comprennent un peu moins, mais on dirait qu'on ne sait pas trop c'est quoi. C'est quoi concrètement, là, la production? Bien, souvent, en fait, il y a je vais appeler ça un préjugé que la production, c'est l'argent. C'est comme un peu le banquier, puis ça, moi, c'est quelque chose que... Tu vois, ça m'interpelle pas du tout. Oui, le producteur va aller chercher les fonds, c'est important, mais pour moi, la production, c'est vraiment le chef d'orchestre d'un projet. C'est le bras droit,
c'est pas le réalisateur. Tu sais, le film, je pense que on va suivre la vision du réalisateur, mais vraiment, la production, c'est un peu... Tu sais, quand je l'explique à des gens qui sont pas au cinéma, dans le fond, c'est de la gestion de projet de cinéma. C'est de s'assurer que les échéanciers sont là, que le budget va être là, que l'équipe est là, que tout le monde est bien dans ce qu'il fait, que le réalisateur, lui, il peut se concentrer sur sa vision créative, mais que tout va être pris en charge. Fait que, tu sais, la production, c'est vraiment tous les éléments d'un film qui va permettre à ce film-là de se faire, qui n'est pas nécessairement, justement, c'est pas nécessairement le scénario, la vision. Il y a une grande vision artistique, je pense, en production, mais c'est vraiment d'avoir toutes les bases pour que le film passe de l'idée à l'écran, puis même plus loin que l'écran, à la distribution. Mais vraiment, pour moi, je vois le producteur comme le chef d'orchestre, de s'assurer que tout le monde sait ce qu'il y a à faire au bon moment, puis que, c'est ça, on ait l'argent, qu'on ait le temps, puis qu'on ait toutes les ressources. Fait que je pense que c'est ça. C'est vraiment un peu... pour quelqu'un qui n'est pas au cinéma, je dirais que c'est de la gestion de projet de film. Mm-hmm. Et comme tu as dit, tu as créé ta compagnie de production, Le Pied Marin, oui, aux alentours de 2009. Oui. Comment on crée une boîte de production? Ça se passe comment? Ben en fait, tu sais, en 2009, c'était super simple, c'était d'aller au registre des entreprises. J'avais comme, tu sais, il faut que tu expliques c'est quoi les activités que tu veux faire avec ton entreprise. Puis à ce moment-là, en 2009, j'avais créé une entreprise personnelle, donc c'était pas encore une Inc., c'était pas une société par action. Fait que, tu sais, c'était quand même, tu sais, vu que c'était plus des projets étudiants, des projets à plus petit budget, là, on réussissait quand même à faire ça là-dedans. Puis c'est en 2017, quand là, on a eu l'opportunité de faire un premier long métrage, que là, on s'est vraiment incorporé. Parce que là, on avait terminé nos études. Là, c'était l'objectif aussi, ben c'est ça, on avait d'autres projets qu'on voulait développer. Fait que c'était un petit peu plus dans une optique de professionnelle, disons, un peu plus ça, d'aller faire des projets avec des plus grands budgets, vraiment dans une optique plus, comment je pourrais dire... c'est ça, plus professionnel, c'est plus... à grande ampleur? Oui, à plus grande ampleur, puis, tu sais, c'est ça, plus entrepreneurial, là, vraiment aller créer des projets à viser, c'est ça, plus, ben, si j'allais dire économique, là, mais dans le sens où il y avait plus de sous qu'à la rentrée pour faire le projet, qu'on allait être capable d'en vivre. C'est pas ça que je veux dire, que ça allait être notre revenu principal, ces choses-là. Fait que là, à ce moment-là, on s'est incorporé. Mais ça a été vraiment juste de comme penser, tu sais, ben, c'était de trouver un nom, trouver une identité visuelle, un logo, quelque chose qui parlait. Puis moi, le Pied Marin, j'avais choisi ce nom-là parce que, comme j'ai dit tantôt, je viens des îles. Puis les îles m'ont tout le temps beaucoup inspirée dans ma démarche artistique. Fait que je voulais quelque chose qui représente ça. Puis pour moi, avoir le pied marin, tu sais, c'est quelqu'un qui est sur un bateau, puis je disais même en cas de tempête, de mouvement, tu sais, t'es capable de rester stable, puis, tu sais, de pas te laisser... de rester fort là-dedans. Puis je me disais, le cinéma, pour moi, c'est ça. Le producteur, c'est ça. C'est que même quand il y a des... Tu sais, quand il y a des grandes joies, c'est le fun, on est là. Mais quand il y a des moments plus difficiles, puis il y en a des moments difficiles, ben, tu sais, le producteur, il est là, puis il reste, tu sais, il est groundé. C'est le capitaine du bateau. Exactement. Fait que, tu sais, je voyais... Pour moi, c'était l'image qui me parlait. Fait que, ben, c'est ça. C'était de trouver le nom. Après ça, c'est de trouver les gens avec qui on allait faire les films. Moi, ça a été vraiment presque 100% des gens que j'ai rencontrés pendant mon parcours scolaire. C'est pour ça aussi que je mentionne l'importance des gens qu'on rencontre pendant nos études. Moi, ça a été les gens avec qui j'ai travaillé presque 100% du temps. Fait qu'on a monté nos équipes. On était rendu qu'on travaillait tout le temps un peu la même petite gang ensemble. Des fois, les rôles s'interchangeaient. On réalisait le film de l'un. Après ça, quelqu'un faisait la direction photo sur le film de l'autre. Fait qu'on était pas mal tout le temps la même petite équipe. Fait que ça a été de monter l'équipe, mais je dirais que concrètement, c'était vraiment d'aller enregistrer son entreprise. Après ça, c'est de réfléchir un peu c'est quoi la forme juridique que tu veux lui donner. Il y en a plein qui existent. C'est des gens qui vont faire des coops, des OBNL. Ça dépend c'est quoi l'objectif aussi. Je sais qu'à un certain moment donné, là, à la date d'aujourd'hui, je sais pas, mais la SODEC exige que tu sois incorporé aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un autre grand sujet. Mais vraiment, sinon, en termes plus de base, c'était d'aller trouver mon nom, l'entreprise, qu'est-ce qu'on faisait, monter un document, puis ça a été accepté. Puis à chaque année, tu fais tu renouvelles ta déclaration de mise à jour annuelle, mais sinon, puis c'est ça, tout ce qui est comptabilité, là, mais ça ressemble à ça. T'en as fait mention, Le Pied Marin produit un long métrage en tête de ligne qui est sorti en 2020, qui fait un peu la rétrospective de la carrière d'André Chagnon, de Vidéotron. Donc toi, tu étais à la production, à la réalisation, aussi à la scénarisation. Tu as touché un peu à tout dans ce film-là. Oui. C'est quoi la genèse de ce projet-là?
En fait, tantôt, j'ai mentionné que je m'étais incorporée. En fait, je me suis associée en 2017 avec Garance Chagnon-Grégoire, qui était une collaboratrice de longue date que j'avais rencontrée pendant mes études, justement. Monsieur Chagnon, c'est le grand-père de Garance. Ben, c'était parce que Monsieur Chagnon, malheureusement, est décédé aujourd'hui. Mais c'était le grand-père de Garance. Puis là, tu sais, souvent, quand on entendait parler de Vidéotron, souvent les gens ont en tête que ça appartient à Québécois depuis tout le temps. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs dans les années 60, 70 qui ont forgé le Québec, c'est ce qu'on appelle le Québec Inc. C'est pas nécessairement des gens qu'on connaît beaucoup, c'est beaucoup des gens de l'ombre. Puis, il avait accompli quand même des grandes choses, tu sais, pour les télécommunications au Québec, l'innovation. Fait que nous, on trouvait, puis c'est un monsieur qui était quand même impressionnant au niveau de tout ce qui est ses activités de vie. Tu sais, il avait au-dessus de 90 ans, il allait au gym 3 fois semaine. Oui, il était impressionnant dans le film quand même. C'est quelqu'un qui était non seulement intéressant par sa carrière, mais parce qu'il était à l'époque du film aussi. Puis, ben là, c'est ça. Dans le fond, on a discuté, Garance et moi, puis elle a approché son grand-père. Puis c'est quelqu'un qui est très humble. Fait que je pense que c'était pas quelque chose qu'il aurait demandé de faire un film sur lui. Je pense même qu'il avait refusé avant, mais là, vu que c'était le projet de sa petite fille, il a accepté. Mais l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière le travail d'un homme et de son équipe, puis ce que ça avait apporté pour le Québec. Fait que nous, c'est une histoire d'entrepreneuriat parce que, tu sais, j'ai parlé que justement, quand j'étais allée à HEC, quand j'avais été un peu plus du côté entrepreneurial du cinéma, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, l'entrepreneuriat au sens large. Fait que cette histoire-là, je la trouvais excitante. Puis, ce que je trouvais vraiment excitant aussi, quand on a démarré la pré-prod, en fait, la recherche de ce projet-là, c'est à quel point les gens parlaient de cet homme-là avec des étoiles dans les yeux. Des gens qui avaient travaillé avec pendant 40 ans, 50 ans, puis qui avaient tellement qui repensaient à l'époque des débuts de Vidéotron, puis qui étaient super excités d'en parler. Puis ça, je trouvais que c'est quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui. C'est rare là, que, on se dit, on va rester 40 ans dans la même entreprise, puis on va tout donner. Puis c'était comme l'aventure, l'excitement. Puis l'image qu'on donnait beaucoup, c'était que Vidéotron, à l'époque, c'était vraiment un laboratoire à idées, un laboratoire à innovation. Fait que je pense que c'était toute la fébrilité autour de démarrer ce projet-là qui, moi, m'a beaucoup parlé. Puis justement, c'est ça, là, de décortiquer ça un petit peu. Mais à pan de l'histoire du Québec, je trouvais que ça méritait son documentaire. Fait que la jeunesse, c'est ça, ça a été un peu... Un long métrage documentaire, là, on va parler un peu d'argent, après ça, on n'en parle plus. Okay? Ouais. Mais un long métrage documentaire, ça se finance comment? En fait, un documentaire, du cinéma documentaire, ça se finance de la même façon à peu près que du cinéma de fiction, c'est-à-dire par les subventions. C'est sûr que au niveau, on pense à la SODEC, à Téléfilm Canada, au Conseil des arts, de l'aide du Québec, du Canada. C'est d'aller présenter son projet, c'est dans les institutions, puis avoir du financement. Il y a aussi beaucoup d'organismes ou de maisons... de boîtes de services, qui vont aider, comme je pense à Mainfilm, ici à Québec, vous avez Spira, vraiment, c'est ça. Fait que dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est un peu comme en fiction. Dans le fond, tu dois monter ton budget, ton échéancier, ton dossier de production que tu vas aller présenter pour aller chercher du financement. C'est sûr que là, les différences vont être au niveau, c'est ça, les budgets sont un petit peu... souvent, en tout cas, au Québec, un peu plus bas, malheureusement, en documentaire. Les équipes vont être plus petites. Les échelles salariales sont différentes. Mais sinon, en termes de production, quand tu connais la base de la production, que ce soit fiction ou documentaire, ça reste les mêmes bases. Sauf que ça va être les échéanciers qui sont différents. Par exemple, en documentaire, on va avoir besoin de beaucoup plus souvent de recherche, beaucoup plus de post-production. Comme justement, en tête de ligne, je pense c'était au-dessus d'1 an de montage, là, quand même, pour arriver... celui-là, c'était particulièrement un gros défi avec les archives, là, mais fait que je dirais que c'est vraiment plus au niveau... les bases se ressemblent, mais après ça, c'est d'aller voir... Il y a certains fonds, par exemple, à l'ONF, qui font du documentaire. OK, ouais. Fait que les sources de financement peuvent être un petit peu différentes, les aides sont un peu différentes, mais sinon, la base, c'est le même devis de prod qu'on va utiliser, puis... Dans ce film-là, En tête de ligne, c'est un film très historique de l'histoire du Québec. Mais tu sais, ça reste un long métrage. Il faut couper des bouts. Comment choisir quelle partie de l'histoire garder, quelle partie couper, comment narrer tout ça? Bien, ça a été un immense défi parce que souvent, quand on était en post-prod, justement, ça a duré au-dessus d'1 an, là, on se disait, mon Dieu, on pourrait faire une télésérie. Oui. On avait de quoi? On avait du matériel faire une série de 8 heures. Là. Fait que, puis on l'a ramené à 1h45.
Mais ça a été de se demander tout le long, qu'est-ce qui est important pour notre histoire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Puis est-ce qu'on a quelque chose pour l'illustrer aussi? Parce que souvent, en cinéma, on dit on veut pas l'entendre, on veut le voir. Ouais. Fait que c'est souvent ça le défi aussi en documentaire. Il y a beaucoup d'entrevues aussi là-dedans. Fait que c'était un peu de voir qu'est-ce qu'on pouvait illustrer. Puis là, après ça, il y avait le côté de vie personnelle versus vie passée. Est-ce qu'on met plus de passé, plus de présent? Il y avait beaucoup de réflexions. Fait que comment on a choisi? Ben c'est vraiment, je pense, de qu'est-ce qu'il allait... comme je disais tantôt, on voulait vraiment raconter l'histoire de l'homme, ce qu'il avait fait. Ouais. Fait que je pense que c'était ça un peu qui guidait. Puis même à un moment donné, on a fait... je pense que c'est 3-4 mois de montage. Après ça, on s'est assis. On a dit, OK, on va prendre, je pense que ça a pris 2-3 semaines. Puis là, on est reparti plus en réflexion, même en scénarisation. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, dans le générique, la monteuse est créditée comme scénariste parce qu'elle a énormément participé, parce que c'est pas un film qu'on avait vraiment tout planifié de A à Z, le montage. Il y avait tellement de surprises qui se passaient, même en post-prod. Donc, on s'est même réassis pendant 2 semaines, puis on a refait toute la chronologie de Vidéotron, toute la chronologie de la vie personnelle de M. Chagnon. OK. Puis après ça, c'était qu'est-ce qui apportait le plus à l'histoire, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, ce qui est important, c'est pas, tu sais, je pense que l'histoire est positive, tu sais, mais c'est important aussi de montrer qu'il y a eu des défis à travers ça. Fait que c'est de s'assurer qu'on a tout le temps une trame narrative aussi qui demeure captivante pour le spectateur. Pas oublier que c'est un film, faut pas l'oublier. Exactement. Fait que, tu sais, de qu'est-ce qui va être intéressant pour les gens. Puis ce qui était vraiment particulier, c'est qu'il y avait on avait immensément d'archives. Puis là, des fois, Garance et moi, on se séparait dans 2 salles. Tu sais, mettons, Garance, elle regardait des archives. Moi, j'étais en train de travailler sur une structure avec la monteuse. Parce que c'était fluide, tout ça, on se mélangeait. Mais, tu sais, là, j'ai découvert ça, telle affaire. Fait que là, on se parlait. Puis là, ça a vraiment... on trouvait des articles de journaux. La recherchiste travaillait avec nous aussi. Des fois, on disait, on a trouvé telle affaire dans telle section dans une entrevue, on n'a rien pour l'illustrer. De quoi trouver un article de journal qui en parlait. Fait que, ça a été beaucoup de recherches comme ça, mais je dirais que là, j'ai perdu le fil de ta question. Mais dans quoi on choisit, mais je pense que c'était vraiment plus qu'est-ce qu'elle allait plus apporter à l'histoire à ce moment-là. Donc, puis de ce que j'en comprends, puis tu le mentionnes aussi dans tes cours, puis tu l'as même mentionné là, au début de l'émission. Le montage dans ce film-là, c'est comme l'écriture suprême, là. Ah oui, 100%, parce qu'on a scénarisé le film, dans le sens où on avait fait des pré-entrevues, on avait fait la recherche, on savait ce qu'on voulait s'en aller filmer, parce qu'on sait quand même, ça, c'est pas du cinéma, c'est pas un film de cinéma direct, ou c'est pas un film d'observation, c'est quand même... Il y a de l'entrevue, puis il y a quand même un canevas, là. Exactement. Fait que, tu sais, il fallait quand même savoir qu'est-ce qu'on voulait aller chercher. Après ça, c'est sûr qu'on n'a pas tout montré, là. Souvent, tu sais, j'en parle qu'en documentaire, il va y avoir 300 heures d'images qui sont tournées pour faire un film d'1 heure et demie. Nous, c'était... J'avais souvent entendu parler de la règle 10 pour 1. Fait que si tu fais un film de 12 minutes, il faudrait que tu aies à peu près 120 minutes de rush. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, je sais pas, il n'y a pas comme... Il n'y a pas une règle absolue. Je pense pas qu'il y a une règle, puis je pense que même des fois, on tourne beaucoup plus que ce qu'on a besoin, là, mais c'est ça. Dans le fond, on avait énormément... Quand je dis qu'on aurait fait une télésérie de 8 heures, c'est parce qu'il y avait du... Par ça, est-ce que ça aurait été intéressant pendant 8 heures? Ça se posait la question. Mais je pense qu'il y avait de quoi faire un peu plus, et ça, c'est certain. Mais oui, absolument. C'est ça. Comme je disais, la monteuse a été créditée avec nous parce qu'il y a une grande partie de l'histoire qui s'est créée aussi après les entrevues, parce qu'on avait même beau avoir fait des pré-entrevues avec les gens. Il y a d'autres choses qui sortaient quand on faisait la vraie entrevue. Puis, comme je vous expliquais, dans le fond, on trouvait des archives, on trouvait des éléments pendant... puis on réfléchissait aussi le film différemment. Fait que, oui, le montage, ce film-là, 100% une 3e écriture en post-production. En pré-production, comment on choisit ses intervenants, puis le nombre, puis tout ça? Comment se dire, telle personne, puis ils vont être tant de personnes? Bien, pour ce film-là, puis, tu sais, on avait... Puis je pense que c'est un peu toujours comme ça, mais comme un projet est tout à fait différent d'un film à l'autre. Et pour ce film-là, nous, on savait qu'on voulait parler de la vie personnelle de M. Chagnon. Fait que pour nous, c'était important que ses enfants, lui, soient dans le film. Puis aussi parce que son épouse, Mme Chagnon, elle était décédée. Fait qu'on voulait des gens qui soient capables de parler d'elle aussi, malgré qu'elle soit plus là. Fait que pour nous, c'était vraiment important que les 5 enfants de M. Chagnon soient dans le film. Fait que ça, pour nous, ça avait été décidé dès le début. Ensuite, ça a été beaucoup en parlant
en faisant notre première recherche, déjà, M. Chagnon nous a sorti plusieurs noms que ces personnes-là sont importantes, ils ont participé au début de Vidéotron. En lisant aussi, on voyait telle personne, ça pourrait être... parce qu'on avait une petite biographie écrite aussi. Fait que ouais, ça a été... je sais pas combien on avait d'intervenants au début, puis à la fin, combien on a resté. C'est sûr qu'il y a des gens aussi qu'on avait tourné des entrevues qui, malheureusement, se retrouvent pas au montage final, parce que finalement, peut-être des trames qu'on pensait emprunter fonctionnaient moins. Mais ça a été beaucoup on était plus large en pré-entrevue. OK. Puis des fois, il y a des intervenants qui, malgré soient super intéressants, ben on avait déjà quelqu'un qui racontait un peu la même histoire. Fait que ça a été un peu de voir quelle langue on voulait aller chercher. Mais ça a été vraiment plus en discutant avec M. Chagnon, avec les gens. Puis ça a été beaucoup de « Ah, avez-vous parlé à telle personne? Ah, avez-vous parlé à telle personne? Ouais. Fait que là, ça me dit « Ah, ben non, tu sais, OK, avez-vous ses coordonnées? » Là, on contactait. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est décidé, mais vraiment, le premier choix des premières entrevues s'est décidé avec les pré-entrevues, puis on avait fait beaucoup. Puis aussi, on a fait d'autres entrevues pendant qu'on était en post-production. Okay. C'était garder des journées de tournage en backup. Ça, on l'avait fait en pré-prod parce qu'on savait que c'était un gros projet. Puis à un moment donné, je ne sais pas à quelle étape du montage, on s'est dit « Ah, ben tu sais, il nous manquerait quelqu'un qui nous parle de ce sujet-là. Ça nous prendrait un expert en tout ce qui est médias québécois. Ça nous prendrait... On va parler de politique, on va aller chercher Lucien Bouchard. » Fait que c'est des gens que, même M. Pierre Bruno, au début, il n'était pas nécessairement prévu. Ben on était comme, ah, ça serait intéressant de parler de TVA. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui se sont rajoutés par la suite qui n'étaient même pas prévus en pré-production. Okay. Mais nous, en pré-production, on avait gardé des journées dans notre budget pour ça. Ah, OK, cool. Puis, parlons un peu des archives. Il y en a beaucoup dans le film. C'est quoi la charge de travail de ces archives-là en termes de recherche, en termes de droits d'auteur? Bien, ça a été immense. Puis là-dedans, il y a les archives personnelles puis les archives professionnelles. Fait que c'est deux choses. Ben déjà, justement, Garance, c'est dans sa famille. Fait qu'elle a fait un gros travail au niveau de tout ce qui est familial. Les gens ont énormément participé, à contribuer, à donner, à fournir des archives. Puis après ça, ben, ça a été d'aller à TVA, écouter des archives, à Radio-Canada. On allait dans les sous-sols avec on avait une recherchiste en pré-prod qui était une journaliste plus à la recherche. Okay. Et par la suite, on a eu deux recherchistes avec qui on a travaillé. Okay. Fait qu'il y en avait une qui était avec nous plus en amont, qu'on a justement écouté beaucoup d'archives pour monter notre structure. Puis par la suite, c'était une recherchiste qui nous aidait. Plus, on a telle affaire dans le film, est-ce que tu peux nous aider à voir si ça existe, s'il y a quelque chose pour l'illustrer? Mais ça a été... puis une bonne partie, finalement, du budget de post-production est allée pour libérer les droits des archives. Tu sais, je pense que notre recherchiste a énormément négocié la direction de post-production aussi. Mais ouais, les archives ont pris beaucoup plus de place qu'on pensait à la base, là. Fait que ça, c'est aussi... des choses à réfléchir en pré-production, là, mais nous, ça a été quelque chose qu'on avait réfléchi, mais on ne pensait pas qu'il prendrait nécessairement autant de place. Fait que il a fallu, tu sais, justement, réadapter le budget, couper à certaines places après, mais un budget, tu fais ton premier budget, puis après ça peut devenir évolutif, tu sais, certaines affaires qu'on a fait, bon, ben, finalement, on n'ira pas là, il faut qu'on pouvoir mettre les sous à cet endroit-là et tout. Mais non, ça a été un super gros travail, puis vraiment, une grosse partie de ce travail-là, c'est la co-réalisatrice, coproductrice Garance qui l'a fait, là, vraiment, c'est impressionnant, on a fait beaucoup ensemble, mais elle, particulièrement, a travaillé énormément aux archives, là, fait que ça a été un énorme travail de débroussaillage, ensuite classement, de le mettre par époque, en tout cas, fait que ça a été vraiment un gros travail. Sur le tournage, vous êtes allé tourner directement chez André Chagnon. Comment mettre le, en guillemets, personnage à l'aise dans son intimité? Ben, déjà, je pense que la proximité que Garance avait avec son grand-père aidait beaucoup. Puis c'est M. Chagnon nous a donné une grande confiance pour le projet aussi. Fait que je pense que rapidement, il nous a acceptés chez lui. C'est sûr que je trouve qu'il a été énormément patient aussi parce que justement, d'avoir des gens comme ça chez vous tout le temps, ça peut devenir quelque chose. Fait que je trouve qu'il a été très, très, très patient de nous accepter comme ça dans son intimité. Là. Le mot intimité est bien choisi. Puis en plus, avec de l'équipement, c'est pas juste « Ah, je viens chez vous », c'est « Je viens chez vous avec une cam, un perchiste, plein d'équipements. » Tu sais, c'est pas anodin, là. Non, c'est quelqu'un, comme je mentionnais tantôt, qui a une très grande humilité. Fait que c'est pas quelqu'un qui est comme amenez-en les caméras, vraiment pas.
C'est quelqu'un qui c'est ça, est très humble, très terre à terre, très humain. Fait que je pense que ça c'est pas quelque chose nécessairement qu'il aurait demandé chez lui. Mais après ça, je pense que ça a été vraiment tu sais, comme je disais, je pense que ce qui a beaucoup contribué, c'est la relation de proximité entre Garance et son grand-père. Puis moi, j'ai été super privilégiée là-dedans de me faire autant accepter aussi par M. Chagnon. Fait que je pense que c'est la relation qu'on a créée, la relation professionnelle avec M. Chagnon. Puis de là, il y avait la relation aussi personnelle. Mais je pense que, tu sais, puis là, ça, c'est un exemple, mais je pense qu'en documentaire, puis je parle pas de ce projet-là, mais comme plus large, c'est super important de créer des liens de confiance à des gens avec qui tu travailles parce que moi, en tout cas, ce qui m'interpelle énormément dans le documentaire, c'est la relation avec l'autre, c'est le côté humain. Puis oui, j'aime ça, la fiction, c'est le fun, mais le documentaire, tu vas à la rencontre de quelqu'un, tu apprends des choses. Moi, à chaque entrevue qu'on a fait, parce qu'on parle de M. Chagnon, mais on a fait des entrevues avec beaucoup de gens, c'était, tu sais, à chaque fois, j'étais super curieuse, j'étais quasiment on niaisait des fois en montage, on disait on est en train de suivre une maîtrise en télécommunication, là, mais c'est ça, tu sais, on apprend... pardon. On apprend sur le sujet, mais on apprend sur les autres. Fait que je pense que peu importe le sujet que t'as, puis t'es pas... Tu sais, ça peut être sur n'importe quoi, là, les documentaires, t'es pas obligé d'être d'accord avec ce que les gens vont dire nécessairement non plus. Mais je pense que si t'es profondément curieux, profondément intéressé à l'autre, je pense que la relation de confiance se développe puis est super importante. Puis on l'avait vu un petit peu dans le cours aussi avec la recherchiste, là, ce qu'elle expliquait. Souvent, on va faire des pré-entrevues, puis ça va être avec toutes sortes de gens. Ça peut être aussi même quelqu'un qui va être dans le crime, des choses, justement, qu'on n'est pas d'accord, mais je pense que c'est important de respecter la personne qui est en face de nous, puis d'établir un lien de confiance, puis que ce soit réel, que ce soit pas... tu penses que quand c'est faux, les gens le sentent, là. Fait que quand je pense que ce que tu fais, c'est vrai, puis avec des bonnes intentions, ben la relation peut se créer, puis c'est important. C'est quoi l'apport de la mise en scène dans le film? Il y a bien entendu le cadrage des entrevues puis tout ça, mais est-ce qu'il y a des moments que vous avez mis en scène? Ben, je pense que tout est un peu une mise en scène au sens large, dans le sens où, tu sais, c'est nous qui décidons, on va aller filmer telle chose, c'est nous qui choisissons les sujets. Comme tu dis, on choisit où est-ce qu'on met la caméra. Après ça, au terme plus de ce qui a été plus planifié, ben déjà, tout ce qui était les plans de maison, parce que la maison a une grande place dans le film, là. Tous les plans de maison vides, là, ça, c'était plus quasiment équipe fiction, dans le sens que ça, c'était comme vraiment plus placé. Sinon, c'est ça, je pense que c'était vraiment plus le choix. Mais tout ce qui est plus des tournages, tu sais, comme le 90e anniversaire, là, on essayait d'être plus en retrait puis pas comme nuire à l'événement. Fait ça, c'était un petit peu plus cinéma direct comme approche. Mais sinon, dans la mise en scène, c'est sûr qu'il y avait comme toutes les entrevues. Ça, tu vois, la recherchiste de lieux nous avait aidé parce qu'on voulait des lieux qui représentent chaque personnage. Fait qu'il y a une certaine... Puis personnage, on parle du sujet du film, les intervenants, mais on voulait des lieux qui représentent un peu le sujet qui allait nous parler. Mais sinon, tu sais, il n'y avait pas de... Il n'y a pas nécessairement de scène de mise en action plus fiction, je dirais, là. Mais c'est sûr que les scènes étaient un peu réfléchies d'avance parce qu'il fallait réserver des choses comme ça. Ou, tu sais, la scène du début où on est dans c'est comme un bar à oxygène. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, on savait qu'on allait tourner ça, mais on reste quand même en retrait puis les choses se passent, on n'intervient pas. Fait il y a une mise en scène dans les choix, mais pas dans les actions, si je peux dire ça comme ça. Cette scène d'ouverture-là, le lieu est déjà assez impressionnant. Fait qu'il peut se mettre en scène tout seul puis déjà créer quelque chose de fabuleux à l'image. Oui, absolument. Puis nous, ce qu'on trouvait fascinant, c'est que justement, c'est quelqu'un qui était énormément soucieux de sa santé. Puis avec tout ce qu'avait vécu son épouse avec la maladie d'Alzheimer, puis qu'il y avait une énorme conscience de la santé physique, psychologique, les saines habitudes de vie, c'est quelque chose qui était au cœur de son quotidien. Fait que, tu sais, il faisait toutes sortes de choses qui, pour nous, tu sais, aller dans un bar à oxygène, c'est pas quelque chose qu'on pense, mais tu sais, comme... Fait qu'on trouvait qu'il y avait quelque chose de super impressionnant puis qui parlait un peu aussi de cet homme-là, là, toutes les ressources qu'il était prêt à mettre pour sa santé, là. Fait que nous, ça nous a bien... ça nous avait bien impressionné. Puis il y avait quelque chose de curieux de commencer là-dedans aussi. On se demande on est où, puis qu'est-ce qui se passe, là. Fait qu'on trouvait que c'était le fun pour commencer le film comme ça.
Dans le montage, il y a beaucoup d'images, d'animations qui illustrent certains propos. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu en amont dans la pré-production ou c'est quelque chose que vous avez pensé en post-production? C'est une bonne question. Un peu des deux, dans le sens où je pense que... non, on savait depuis le début qu'on voulait un peu d'animation parce qu'on savait qu'il y aurait des défis d'illustrer certains propos. C'est comment on illustre la bidirectionnalité. C'est comme... Puis il y avait beaucoup de concepts un peu plus... Technique. Technique. On avait dit scientifique, peut-être moins, mais technique, c'est le bon terme. Scientifique des médias. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis même sur comment le câble coaxial, comment ça fonctionne. Fait qu'il y a beaucoup de concepts que, si on les explique, qui sont un petit peu moins intéressants ou qui n'avaient tout simplement pas d'archives. Il y a des choses qu'on n'a pas trouvé les archives, comme il y a une scène que, quand M. Chagnon explique qu'il faisait la promotion de la câble-distribution avec des camions qui avaient des écrans, ces choses-là. Mais tu sais, on n'avait pas d'image d'archives de ça, fait qu'il fallait un peu les recréer. Parce que c'est des éléments que, si on le dit, ben ça devient un petit peu moins intéressant que si on le voit. C'est un peu comme ce qu'on disait tantôt. Fait que je pense qu'il y avait certains éléments qu'on savait qu'on voulait en animation, puis il y en a d'autres qu'on a peut-être découvert par la suite. Fait que je pense que c'était un peu... c'était planifié, mais pas... Tu sais, c'était pas clair, OK, on va vouloir ça. Il y a beaucoup que c'est décidé en post-production. Tu l'as dit, la post-production, ça a duré 1 an. Sans rentrer dans tous les détails, parce que je pense que tu pourras en parler pendant 2 heures. C'est quoi la méthodologie qu'il y a eu en post-production? Comment vous vous êtes séparés les tâches pour arriver, pour arriver à l'échéancier, finalement? Oui, bien, en fait, ça, tu sais, la base, c'est un peu comme dans tous les projets, dans le sens qu'il fallait regarder tout le matériel. C'est la première chose qu'on fait, c'est de regarder tous les rushs, tout le matériel qu'on a avec lequel travailler. Fait que ça inclut les archives aussi. Fait qu'il y a eu beaucoup de visionnement au début. Après ça, ben on a fait un premier montage. Là, tu vois ce qui fonctionne moins. C'est là aussi que tu as des surprises. C'est comme, ah, ça, j'étais sûre que ça allait être bon. Puis finalement, ben ça marche peut-être pas. Fait qu'il faut penser à d'autres idées. Puis ça, c'est normal. Puis j'en ai parlé tantôt, mais tu sais, nous, c'est sûr qu'on était souvent, Garance et moi, avec la monteuse, mais sinon, des fois, on se séparait. Il y en a une qui allait avec les archives, qui allait comme regarder des archives, commencer à voir comment on pouvait illustrer certains propos des entrevues, vice-versa. Puis après ça, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait, on avait décidé de travailler un peu en bloc, dans le sens où... en bobine, comme il appelait avant. Fait que, tu sais, on avait vraiment déterminé mettons, des décennies, OK, mettons, de 1950 à 1970, ça va être un bloc. Fait qu'on y allait un peu par bloc pour que puis il fallait évidemment que tout fonctionne ensemble, mais pour s'aider à structurer ça puis à arriver dans les temps, je pense qu'on a travaillé comme ça aussi. Fait qu'on avait comme des époques, en fait. Quand je dis des blocs, c'est plus des époques. Puis dans la salle de montage, on avait une ligne du temps sur le mur. Fait que, tu sais, on avait mis toutes les époques, toutes les dates importantes, tous les événements importants. Fait qu'on avait séparé la ligne du temps aussi pour s'aider là-dedans. Souvent, en fiction, même, ce qu'ils vont faire, là, c'est que, tu sais, tu as toutes tes scènes. Fait que là, tu vas imprimer un carton pour chaque scène, puis là, tu places ça sur ton mur. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de montage qui se fait devant l'ordinateur, mais il y a beaucoup de montage qui se fait aussi dans la tête, là, de comme réfléchir. Puis des fois, c'est bien de comme plus discuter même de ce qui se trouve sur le mur. Nous, c'était beaucoup la ligne du temps, puis on avait des cartons avec les moments importants. Fait qu'il y en a beaucoup qui se faisaient en discussion, mais... Puis évidemment, on laissait la monteuse travailler aussi de son côté des fois, là, mais on était beaucoup présents. Puis de mon expérience de montage, tu vas sûrement être d'accord avec moi, tu laisses ton montage de côté, puis là, à un moment donné, un soir, tu es en train de faire à souper, puis le flash, la bonne idée. Oui, bien c'est ça. Des fois, il fallait... C'était 1 an, mais tu sais, des petites périodes là-dedans qu'on s'est donné peut-être 2 semaines d'arrêt parce que, tu sais, quand tu es trop collé sur ton sujet, à un moment donné, ça devient beaucoup, puis... C'est un petit peu, tu sais, pour que la créativité vienne, il faut des fois laisser décanter les choses. Puis là, après ça, on a fait des visionnements aussi, comme à des étapes clés. Là, on était comme, OK, là, on va présenter à une partie de l'équipe. Là, on va présenter à des personnes qu'on estime... Vous aviez des groupes tests. Oui, exactement. Puis le groupe test ultime, c'était la famille. Il fallait montrer parce qu'on voulait qu'ils soient à l'aise avec le film puis qu'ils aiment le film parce que c'est un film qui parle de ta vie. C'est important que c'est beaucoup toi qui vas le porter, fait que c'est important que tu sois fier du film. Puis, quand M. Chagnon a vu le film, sa réaction était super touchante, là, fait que oui, ça a été beaucoup d'étapes, beaucoup de visionnements, beaucoup de remises en question aussi, parce que quand tu fais un film, tu vois les bons coups que tu as fait, mais tu vois les moins bons coups aussi, fait que ça a été un peu de travailler tout ça, mais les étapes clés, ça a été vraiment visionné, après ça, faire des premiers assemblages. Parce que tu coupes, parce que t'es sûr qu'au début, la première structure, elle doit faire 5 heures, fait que là, il faut tout le temps tu coupes un peu, tu rechanges, fait que ça, ouais.
Ça a dû quand même être stressant quand vous avez présenté le film à la famille. Voilà ce qu'on a fait. J'espère que vous allez aimer ça. Ben oui, non, c'est sûr que c'était... ben, tu sais, Garance, c'était sa famille, fait que je pense qu'il y a une couche de stress... ben, je peux pas parler pour elle, là, mais j'imagine qu'il y avait une couche de stress supplémentaire. Puis moi, de mon côté, c'est sûr que je voulais aussi qu'ils apprécient le film parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Fait que tu veux que les gens apprécient ce que tu as fait. Mais c'est stressant, mais en même temps, c'est vrai que c'était des personnes hyper bienveillantes, là. Fait que... Ouais, tu finis par les connaître, ces gens-là. Là. Ouais, fait que... Non, c'est des gens extraordinaires, là. Fait que ça s'est super bien passé. Puis quand je disais, M. Chagnon a été super dans sa réaction aussi, là. Fait que c'est sûr qu'on prenait les commentaires, il y a des petites choses qu'on a modifiées, mais c'était super minime. Puis... c'est sûr qu'on avait tout le temps en tête aussi quand on faisait le film qu'on voulait qu'il soit fier de ce film-là. Fait que je pense que ça... C'était surtout nous, on était contents du résultat puis on voulait qu'il soit aussi, là. Mais non, c'était un beau moment. En production, on connaît beaucoup les 3 étapes. La pré-production, la production puis la post-production qui est le montage, qui est les 3 étapes dont on vient brièvement de parler. Il y a aussi une 4e étape qui est la distribution, qui est l'étape charnière, l'étape très importante. Est-ce que c'est une fausse rumeur de dire que le cinéma documentaire au Québec est plus dur à distribuer que le cinéma de fiction? C'est une fausse rumeur, ça? Mais tu sais, moi, comme je disais, je m'y connais pas nécessairement énormément en distribution de longs métrages. Fait que je connais pas tout le travail que les distributeurs ont à faire, mais j'imagine que c'est pas nécessairement une rumeur dans le sens où, tu sais, quand tu vas au cinéma, quand tu vas regarder des films, 99, c'est pas 100% des films à l'affiche, c'est de la fiction. Oui, tout dépendant des salles, mais généralement, c'est beaucoup fictionnel. Ouais. Exactement. Fait que je pense que le public est... Puis je pense pas que c'est que le public est pas intéressé. C'est juste que je pense que peut-être il y a beaucoup plus de sous qui sont mis justement à promouvoir la fiction, à promouvoir des têtes d'affiche. Fait que tu sais, je pense que peut-être le défi de la distribution se trouve au niveau des moyens financiers, comme je disais tantôt, au niveau de la production, mais j'imagine que c'est autant vrai au niveau de la distribution. Puis là, on parle en termes de long métrage. Parce que même des fois, c'est drôle quand on disait qu'on faisait un long métrage documentaire, les gens disaient « Ah, mais c'est-tu un film, ça? » On disait « Ben oui. » des gens qui ne sont pas au cinéma, là, je parle de comme des gens de notre entourage. Fait que je pense que c'est peut-être à ce niveau-là. Par contre, moi, de mon expérience, je peux peut-être te parler un peu plus au niveau court-métrage parce que j'ai distribué beaucoup de nos films qu'on avait produits. Puis ça, ben j'avais pas de difficulté à distribuer des courts-métrages documentaires autant que de la fiction. Je pense que ça, par exemple, les festivals, eux, sont très ouverts à la distribution documentaire, particulièrement au Québec. Au Québec, en plus, on a une culture du documentaire qui est très forte. On vient de là. Exactement. Fait que ça, pour moi, j'ai jamais senti qu'il y avait de la discrimination envers le documentaire ou autre. Non, au contraire, je dirais que même plusieurs de nos documentaires ont eu un super beau rayonnement. Puis, j'ai l'impression que ça tourne plus peut-être au niveau de ce qui est en long métrage, malheureusement, la promotion qui se fait autour du cinéma, dans les salles, à la télévision. Mais moi, mon expérience, c'est ça, comme distributrice, c'est plus au niveau court-métrage. Puis ça, j'ai pas senti qu'il y avait de différence. Allons vers le court-métrage, justement, avec, premièrement, le court-métrage Gloria, en 2018. Donc, encore une fois, dans ce projet-là, tu es scénariste, réalisatrice et productrice. Est-ce que le fait d'avoir ta boîte de production, ça te permet une meilleure aisance au niveau de la créativité que si tu étais juste scénariste, réalisatrice? C'est une bonne question que je me suis pas nécessairement... Bien, c'est sûr que tu as le plein contrôle créatif du film. Ensuite, je pense pas que si j'avais eu un producteur, ça m'aurait bloqué. Au contraire, je pense que peut-être ça m'aurait aidé à focusser plus sur des choses créatives. Fait que je pense que tu vois, c'est peut-être plus un désavantage qu'un avantage d'avoir comme tout eu ces chapeaux-là. Mais c'est juste qu'on dirait que vu que c'est tout le temps moi qui faisais la production dans l'équipe, puis par après, il y a des vidéoclips qu'on a fait que là, j'avais un producteur, puis je pense que non, en fait, j'ai vraiment apprécié quand j'avais un producteur sur des projets. Puis c'est pour ça aussi que j'aime pas le mythe un peu que le producteur, c'est le banquier du film. Non, le producteur a un apport super important, puis au niveau créatif, il t'aide à challenger tes idées. Fait que c'est sûr que oui, j'avais le plein contrôle créatif du film à ce moment-là, mais je pense que quand tu as un bon producteur, tu as un peu le plein contrôle créatif aussi dans le sens où cette personne-là est là pour t'aider à propulser tes idées, pas à les brimer ou à te contrôler de façon négative, mais plus peut-être des fois à les réorienter au niveau réaliste du budget. Mais je pense qu'un bon producteur est jamais là pour comme
essayer de contrôler ta vision, ces choses-là. Au contraire, c'est quand tu choisis ton producteur, je pense que tu dois choisir quelqu'un qui va suivre ta vision puis t'aider à l'amener même plus loin. Fait que je pense que maintenant, je pense que ça m'aurait probablement aidé à focusser sur des trucs plus créatifs que de penser à « Oh, j'ai pas pensé à Laura, à ci, à ça. » Moins de paperasse administrative, mettons. Oui, exactement. OK. Parce que, tu sais, on parle de production depuis tantôt, puis on parle du métier de producteur, puis faut pas oublier, tu sais, faut comme un peu laisser faire l'espèce de cliché qu'on voit dans les films hollywoodiens du producteur qui est là dans sa grosse... au 15e étage d'un immeuble avec son cigare, puis lui, ben il a des valises de cash, puis il vit sa vie. Puis c'est pas ça, là. Il y a vraiment... le producteur est vraiment là à toutes les étapes créatives, participe un peu à tout, au final. Oui, bien j'imagine que des producteurs, comme tu le décris là, il y en a. Ça existe probablement, mais moi, de mon expérience, les bons producteurs que je connais, ils sont pas comme ça. C'est des gens qui sont sur le terrain, puis ils sont pas nécessairement à tous les journées du tournage, mais ils sont là justement du scénario, qui vont encourager, qui vont faire en sorte que ça se fait. Fait que non, l'espèce d'idée du producteur, je avec sa grosse mallette, son cigare, tu sais, ça... En tout cas, si vous tombez sur un producteur comme ça, peut-être que je conseille pas, parce que moi, ceux que je connais sont là beaucoup plus de cœur que de niveau business. Tu sais, comme... Oui, le cinéma, c'est une industrie, puis, tu sais, toute une économie derrière ça, mais je pense que ça revient un peu à ce que je disais. Si t'es pas motivé par l'art, par l'amour que t'as pour ce médium artistique-là, ben... Puis je pense que c'est important de bien s'entourer aussi. Fait que quand t'es un réalisateur ou une réalisatrice, ben, la personne qui va faire la production avec toi, eh ben c'est important qu'elle appuie cette vision-là puis qu'elle soit pas là pour la changer. Puis je pense que c'est correct aussi de se faire amener des idées, de se faire peut-être challenger, puis des fois, ça va juste nous aider à aller plus loin. Mais il faut tout le temps que tu sens que c'est ça pour le bien du film puis que c'est la personne avec qui tu vas travailler va comme être là pour justement élever le film avec toi. Un court-métrage puis un long-métrage, est-ce que c'est comparable en termes de production ou c'est complètement différent? Bien, les outils de base, dans le sens, sont, on pourrait dire que c'est la même chose dans le sens où, au lieu de calculer 5 jours, tu vas calculer 30 jours, par exemple. Ouais. Fait que, il y a ça qui se ressemble en termes de, genre, mettons, si tu montes ton devis, des choses comme ça. Mais après ça, en termes de temps et d'énergie et de ressources, c'est non. C'est sûr que c'est vraiment à deux lieux. Puis après ça, je pense qu'on pourrait dire aussi que le cinéma documentaire puis le cinéma fiction, long-métrage, c'est complètement deux choses différentes aussi. J'ai pas l'expérience d'avoir produit un long-métrage de fiction, fait que je peux pas confirmer. Mais non, c'est sûr que c'est différent. Quand tu passes 3 à 4 ans de ta vie sur un même projet, ça peut arriver en fiction, en court-métrage, mais ce sera pas 4 ans à temps plein, là. Fait que je pense que c'est vraiment l'énergie que tu vas mettre là-dedans. Parce que souvent, un court-métrage, ben, c'est comme un plus petit laps de temps dans ta vie aussi. C'est un moment, c'est une idée, puis c'est pas nécessairement que c'est pas de travail, c'est juste moins long. Fait que je pense que c'est un peu peut-être justement la ténacité à amener ton projet à terme qui va être très différente. Puis c'est sûr que là, booker un financement de court versus de long, c'est pas la même chose aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des similitudes, puis en même temps, c'est extrêmement différent, là. Allons vers un autre projet. En 2013, le court-métrage Ancrage. Oui. Donc, c'est une coproduction, ce film-là, avec, si j'ai bien compris, la Course des régions du Québec. Vraiment, c'est quoi la Course des régions? Bien là, ça a changé de forme beaucoup. Puis je ne sais pas si ça existe encore, parce qu'après ça, c'était pan-canadien. La Course des régions, comme moi, je l'ai fait en 2013, c'était un concours interrégional avec les régions du Québec qui choisissait un cinéaste ou une cinéaste par région pour réaliser un documentaire et une fiction par rapport à la région. Fait que moi, j'avais été sélectionnée pour représenter les îles de la Madeleine. Fait que je devais faire... C'était des films... On avait la contrainte que ça devait être des films de... Je pense que c'est 5 minutes. Fait que c'était très court. Fait que c'est un documentaire, une fiction, 5 minutes. Puis on avait... je sais pas exactement, là, mais c'était pendant l'été. Fait qu'on avait chacun l'été, les gens, tous les cinéastes, pour accomplir ces deux projets-là. Fait que c'est sûr que là, quand on dit d'une coproduction, eux, c'est qu'ils fournissaient aussi un petit budget aussi pour réaliser ces projets-là. Puis à la fin, on avait comme une soirée avec les films qui avaient été sélectionnés pour gagner des prix et tout. Fait que c'est ça, ce concours-là, dans le fond, c'est ça. C'était pour promouvoir un peu la relève cinématographique au Québec.
Puis après ça s'est transformé plus au niveau canadien. Puis là, je sais même pas si ça existe encore, ça serait à vérifier. Mais voilà, fait que nous, dans le fond, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais pris ma même petite équipe habituelle. On était 4, par exemple, fait que même fiction et documentaire. Fait que c'est la personne qui faisait la direction photo faisait pour les deux. La personne qui faisait le son faisait pour les deux. J'avais la directrice artistique qui est Garance, avec qui on s'est associé par la suite, qui, elle, faisait pour la fiction, mais elle aidait aussi pour le documentaire, parce que là, il y avait les entrevues, ces choses-là. Fait que c'est ça. Ça a été de faire un... Puis nous, on avait la contrainte que l'équipe était majoritairement à l'extérieur des îles. Fait qu'on est allé aux îles 2 semaines faire ces 2 films-là. Ça a été intense. Puis après, on est revenu à Montréal, puis on a fait la post-production à l'extérieur des îles. Mais ça a été... C'est ça. C'était vraiment de mettre en valeur les régions. Puis ancrage, dans le fond, moi... Aux îles, ce qui est très fort, c'est la culture des contes, des légendes. Oui. Fait que moi, je voulais quelque chose qui aille un peu chercher cette idée-là. Après ça, c'est sûr qu'en 5 minutes, c'était peut-être un peu ambitieux parce qu'en 5 minutes, t'as pas le temps de raconter grand-chose. Mais ouais, fait que c'est ça. Moi, je voulais m'inspirer beaucoup de la tradition du conte qui est très forte aux îles, des légendes. Fait que c'est de là qu'est partie la prémisse de Ancrage, mais c'est dans le cadre du concours de la course des régions. Et dans ce projet-là, et peut-être dans d'autres projets, je veux parler un peu de la coproduction. Est-ce que coproduire un film, c'est comparable à produire un film ou il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux facteurs qui entrent? En fait, j'imagine que ça dépend de l'implication dans le sens où, là, c'est une coproduction, mais c'était beaucoup au niveau financier. Ouais. Dans le sens où, comme je disais, en fait, ce qu'ils fournissaient, c'était les barèmes qu'on devait respecter. Ce qu'on devait respecter, c'est ça, ils fournissaient un budget, fait que c'était ça l'apport. Mais après ça, en termes de gestion, puis ils nous donnaient aussi un échéancier, c'est ça qu'on devait respecter. Fait que toutes les modalités étaient déterminées par eux, mais c'était plus dans un cadre de concours que peut-être dans un cadre de producteur. Après ça, une coproduction, en tête de ligne, c'en est une parce que Garance et moi, on coproduisait, mais au sein de la même boîte. Mais là, c'est encore là différent que si tu coproduis avec une autre boîte. Mais là, tu sais, je ne l'ai jamais fait, fait que je peux pas te parler d'expérience. Mais ce que ça fait probablement, c'est que ça t'amène plus de ressources, plus... ça peut être des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles. Fait que ça, en fait, t'as 2 fois plus de ressources. Puis j'imagine que là, après ça, au niveau décisionnel, je sais pas comment ça se passe exactement. Ça, je l'ai pas vécu. Mais c'est sûr qu'après ça, je pense que ça peut être enrichissant aussi même de le faire... Là, ce que des coproductions à travers 2 pays, par exemple, aussi, ça te permet d'élargir plein d'horizons. Fait que je pense que c'est quelque chose que je trouve super intéressant, mais je ne l'ai pas vécu plus largement que ça. En conclusion, question classique, mais que je trouve nécessaire. Si quelqu'un qui nous écoute, qui veut devenir producteur, c'est quoi le conseil que tu as à lui donner? Le conseil que j'aurais à lui donner, c'est de toujours garder l'humain, je pense, au cœur de tes préoccupations parce que oui, comme je disais, le budget, c'est super important. L'échéancier, c'est crucial. Tout ça, c'est super important. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des humains. Puis que pour moi, oui, tu as le résultat à l'écran, puis c'est important d'y arriver, puis on va être fiers d'avoir fait un beau film à la fin. Mais c'est le chemin pour y arriver qui va être plus marquant. C'est ça qui va rester au final, je pense, dans ton expérience. Tu sais, comme, oui, les gens vont voir le produit fini, mais toi, ce qui va te rester, c'est beaucoup l'expérience. Fait que je pense que le producteur, vu qu'en plus, tu es le contact avec tous les gens dans ton équipe, je pense que les gens se rapportent beaucoup à toi aussi. Fait que je pense que si j'ai un conseil à donner de quelqu'un qui veut devenir producteur, oui, d'aller chercher ses bases, d'aller justement faire d'apprendre à travailler avec Excel, d'apprendre les devis de production, c'est super important, puis d'être rigoureux, c'est super important aussi. Mais le côté humain, pour moi, je pense que c'est le plus important. Eh bien, Joëlle Arsenault, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Merci. Ça fut un plaisir de parler avec toi de production. Le film En tête de ligne est disponible en ligne. Ça va être dans la description, donc allez foncer, écouter ce film-là. Si vous avez aimé l'émission, bien entendu, vous pouvez liker, la partager. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Et puis on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode d'Accès Cinéma.
Comment tu vis avec la célébrité? Puis comment tu sais, à un moment donné, tu l'as découvert? Comment ça s'est passé? Comment tu as fait comme, oh, OK, là, je suis connu, là. Ben, je vais t'expliquer quand j'étais jeune, parce Ouais. que c'est un peu moins ces temps-ci. Mais mettons, quand j'étais jeune, après avoir tourné Les Ronds-Mongols, je pouvais plus aller au Walmart avec ma mère parce que je me faisais arrêter aux 5 minutes pour me dire « Ah, c'est toi le petit, ah, t'es cute, nanana ». Après, Olivier aussi, je pouvais pas rien faire. Puis moi, j'aime pas ça, genre dire à tout le monde « Hey, c'est moi l'acteur, nanana ». J'aime pas ça, je m'en vante pas. S'il y a une occasion que je peux en parler, je vais en parler doucement. Mais je dirais pas ça à tout le monde pour le fun. Fait que, ouais, c'est ça. Je dirais que les 2 premières années, quand j'ai commencé, je pouvais presque pas rien faire parce que, genre, je me faisais achalander dans le rue. Hey, c'est toi, ah, je t'aurais adopté, t'as l'air de faire pitié dans l'émission. Fait que, ouais.